Alors, tout le monde est prêt? Magnifique. Alors, pour la dernière communication de cette journée d'études, nous avons le plaisir d'accueillir Sylvie Balestra-Puech, qui est professeure de littérature comparée à l'Université de Nice et membre du CTEL. Elle est spécialisée dans la réception de la mythologie gréco-latine dans la littérature et les arts plastiques jusqu'à l'époque contemporaine. Et elle s'est entre autres intéressée, à la suite de sa thèse de doctorat, aux figures des parcs. Elle a publié en 1993 l'ouvrage intitulé Lecture de la jeune parque, et en 1999 Les parcs, essais sur les figures féminines du destin dans la littérature occidentale. Depuis quelques années, elle travaille, vous me corrigez si c'est faux, sur la réception de Lucrèce. Elle a publié par exemple chez Drouin en 2013 Templa Serena, Lucrèce au miroir de Francis Ponge, et s'occupe actuellement de la publication des actes d'une série de rencontres transdisciplinaires dans un volume qui doit s'intituler Lecture de Lucrèce et paraître chez Drouin également. Mais aujourd'hui, c'est surtout en raison de ses recherches sur la figure de l'écrivain en araignée que sa présence était indispensable. Exagérant. Allons-y. Avec le remarquable ouvrage que voici, que je ferai circuler ensuite, qui s'appelle Métamorphose d'Arachné, l'artiste en araignée dans la littérature occidentale, qui était publié en 2006, donc ça fait déjà quelques temps. Et nous en aurons sans doute un aperçu, je pense, avec votre communication qui s'intitule L'araignée et sa toile, modèle ou anti-modèle poétique dans l'Europe de la première modernité. On vous écoute avec plaisir. Merci beaucoup et merci à tous pour cette invitation. C'est un grand plaisir de pouvoir écouter les communications de la journée. J'ai appris beaucoup de choses et je regrette juste qu'on n'ait peut-être pas eu un peu plus de temps pour discuter. Donc je vais essayer de ne pas être trop longue. Éventuellement, on pourra revenir sur tel ou tel document si vous le souhaitez. Donc la question que je pose, je la pose à partir d'une part du parcours que j'ai pu faire des métaphores arachnéennes dans leur relation avec la poétique de l'Antiquité à l'époque contemporaine, et d'autre part à partir de certaines affirmations de spécialistes du XVIe, surtout du XVIe siècle d'ailleurs, concernant le statut de modèle que pourrait avoir l'araignée et sa toile. S'agit-il d'un modèle ou d'un anti-modèle? C'est une vraie question, comme vous allez le voir. Alors, dans un premier temps, je vais essayer de réfléchir avec vous sur deux affirmations d'éminents critiques qui considèrent que l'araignée et sa toile sont des modèles poétiques. Je vais vous montrer les difficultés que cela soulève à mon avis par la confrontation des textes. Et puis dans un deuxième temps, je passerai en revue des discours plus explicites où il me semble que l'araignée et sa toile sont plutôt des anti-modèles. Donc, et on pourra peut-être discuter ensuite. Alors, je pars donc d'une première affirmation du statut de modèle de l'araignée de sa toile de François Rigolo, donc dans un ouvrage consacré à Louise Labbé. Bon, je ne reviens pas sur la thèse défendue, c'est que Louise Labbé prend le modèle de la contestation entre Pallas et Arachné, et qu'elle s'identifierait à Arachné, donc elle ferait un choix tout à fait original, et je suis tout à fait prête à suivre François Rigolo sur ce point. Mais pour appuyer cette thèse, il affirme ce que vous pouvez lire. Il faut se rappeler que l'araignée, Arania, était devenue le symbole du poète depuis que Maurice Sèvres lui avait consacré un emblème intitulé justement l'Irègne dans la Délie. Et il décrit donc l'emblème et il conclut Sèvres avait choisi l'araignée pour représenter son sort malheureux de poète ironiquement prisonnier au centre du réseau verbal, livret, verdis qu'il avait tissé. Alors, il s'agit donc de cette page de la Délie. Vous avez effectivement l'emblème de l'araignée suivi du disin. Alors, cet emblème, il est frappant à plusieurs titres. Tom Conley a insisté sur l'effet de circularité. Je crois qu'il a absolument raison. On a d'abord une araignée qui est formée de cercles parfaitement concentriques. On a un cartouche en forme de losange, ce qui n'est pas du tout systématique. Et on a une devise qui tourne
autour de la toile d'araignée centrale et qui oblige le lecteur soit à tourner le livre, c'est l'hypothèse de Tom Conley, soit à faire un mouvement de rotation, mais en tout cas il est certain que le mouvement est imposé. Donc j'ajouterais, et c'est ce que suggère aussi Tom Conley, que lorsqu'on voit l'image pour la première fois, comme un lecteur qui n'aurait pas particulièrement de préjugés sur la question, il me semble que l'image de l'œil est assez clairement convoquée, qu'on peut y voir la rétine et la pupille. Il ne faut pas oublier que la rétine c'est un filet, bon je n'insiste pas sur ce point, on pourra y revenir. Et il me semble aussi que lorsqu'on regarde le design de plus près, on a tout de suite la question du regard, hein, au doux roué de ces chastes regards, donc on a bien ce mouvement de tournoiement et ce regard, toute douceur pénétramment se fiche, jusqu'au secret mes sentiments ars, le plus du temps laisse ma vie en friche, ou du plaisir sur tout autre bien riche, elle m'allège intérieurement. Et en ce mien heureux meilleurement, je m'en vois tout en esprit éperdu, dont malgré moi trop volontairement, je me meurs, et est-ce vrai que j'ai tendu. La question étant de savoir si ces rêves, donc ce sont les vers du poème, comme le dit François Réquelot, ou est-ce qu'il s'agirait d'autre chose? Est-ce qu'il s'agirait d'un filet qui relie le poète amant à cet œil fascinant de la dame? Et j'aurais tendance à préférer cette hypothèse en raison de l'hypotexte avéré du design de Sèvres, qui, enfin, c'est pas du tout moi qui l'invente, Bellil avait dit sa publication des thèses de Ronsard, le sonnet 173 du Canzoniere, où il est question, on a un premier vers où il est question du regard, en voyant le soleil serein de ses beaux yeux, le soleil dont la forme peut évoquer aussi la forme de l'araignée, où siège qui souvent les miens colore et baigne, mon âme fatiguée abandonne mon cœur pour s'en aller dans son terrestre paradis, puis le trouvant empli de douceur et d'amer, ce qu'au monde on ourdit, rien qu'œuvre d'araignée. Quant al mondo si tesse, opera d'aragna, c'est pratiquement une sentence, et c'est une sentence à valeur morale qui s'accorde tout à fait avec la symbolique de l'araignée et de sa toile que l'on trouve dans la Bible, en particulier dans le livre de Job, qu'on trouve aussi bien dans le Coran, puisque là vous avez la sourate de la maison de l'araignée. Dans tous les cas, l'araignée est une figure du mécréant, et surtout son œuvre est fragile, très facilement détruite, comme tout ce que peut construire le mécréant ou l'hypocrite, bon, selon les traductions, mais clairement donc, celui qui ne se soumet pas à la volonté divine. Alors je reprends le sonnet de Pétrarque. Seul sans plaint et puis avec amour, dont tant les perrons brûlent, dont le frein est si dur, dans ses extrémités opposées mêlées, son désir fait de glace et tantôt enflammé, elle balance ainsi de bonheur en misère, mais de joie peu ressent, et beaucoup de tristesse, et se repent plutôt de l'entreprise osée. Voici le fruit qui naît d'une telle racine. Donc on est dans la perspective du Canzoniere, qui est une perspective de retour sur une expérience, sur une folie passée. L'expérience amoureuse éloigne de Dieu, donc elle ne peut apporter que peu de joie, par opposition évidemment à des valeurs spirituelles supérieures. Il me semble que c'est bien, cette symbolique, elle est très forte dans la tradition italienne, mais de façon générale dans la tradition européenne, et je pense qu'elle est encore tout à fait valable à la Renaissance. Alors j'en veux pour preuve quelque chose que j'ai trouvé tout récemment, qui est une illustration emblématique de fragments de Pétrarque, qui est dû à un humaniste, Aurelio Morani, et que l'on peut admirer en annexe de l'édition de 1514 des Cose Volgari de Pétrarque. Le principe de cet artiste humaniste est le suivant: il choisit dans chaque fragment de Pétrarque un vers qui pour lui est une sorte de sentence qu'il condense. Donc on est dans une logique proche de celle de l'emblème évidemment, et il va représenter à côté de ce vers central un emblème. Et là vous voyez qu'il a choisi
d'illustrer ce qui lui paraît la sentence du poème. Ma cosiva qui sopra il vers s'estime, donc mais qui se surestime ainsi finit. Dans ce sonnet, qui n'est pas donc le sonnet précédent, hein, il n'est pas question explicitement d'araignée, il est question d'un amant qui se croyait inaccessible aux blessures de l'amour, hein, et qui est puni de son orgueil en endurant les tourments amoureux. Or, que choisit cet humaniste comme illustration de cet orgueil? Eh bien, il choisit Arachné. Et là, vous la voyez, à son métier, peut-être déjà araignée, parce que si, j'ai pas pu voir le document, j'ai vu que des reproductions, mais elle a un corps assez bizarre, hein, avec, ça pourrait être déjà des pattes, on ne sait pas, et au-dessus, en tout cas, la toile d'araignée, là, c'est une représentation traditionnelle que vous trouvez dans les éditions illustrées des Métamorphoses d'Arachné. Donc, dans la tradition italienne, mais je pense dans la tradition européenne, l'araignée est liée à Arachné, et tous deux sont interprétés à travers le prisme de la symbolique chrétienne, c'est-à-dire essentiellement en retenant l'orgueil. Et en plus, dans la tradition italienne, vous avez bien sûr l'intertexte du chant 12 du Purgatoire, qui représente donc la terrasse de l'orgueil, et dans cette énumération des figures qui sont sur cette terrasse, Dante fait alterner des figures bibliques et des figures païennes, et au centre de l'énumération, il a choisi Arachné, évidemment, figure de l'artiste, mais de l'artiste qui n'a pas su reconnaître la supériorité divine, et il en fait une figure tout à fait pathétique. Alors le texte de Dante est d'une extrême richesse, je n'ai pas le temps d'y insister, c'est hors de votre période. Vous avez donc cette formule Gia mezzaragna trista in sulle stracci dell'opera che mal partecipe. Donc là, une Arachné au moment de la métamorphose, en métamorphose, dans l'illustration là d'un manuscrit donc, du XIVe siècle, vous voyez qu'elle a été représentée un peu sur le modèle de la sirène ou du centaure, c'est-à-dire elle a le bas du corps qui est l'araignée, hein, et au-dessus, elle a encore sa forme humaine. Gustave Doré donnera une représentation beaucoup plus saisissante qui, selon Primo Levi, est à l'origine de sa propre arachnophobie. Vous avez vraiment un corps féminin. Ça fait partie des illustrations du volume. Donc, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le poids de cette tradition qui constitue un prisme à travers lequel on va lire même des textes de l'Antiquité qui célébraient l'araignée comme artiste. Et je vais prendre l'exemple d'un texte antique qui est sans ambiguïté, me semble-t-il, qui est les images de Philostrate. Chez Philostrate, vous avez donc dans l'étoile la description d'une œuvre avec au premier plan Pénélope à son métier, mais très vite la description abandonne Pénélope pour l'araignée qui tisse sa toile. Et Philostrate affirme d'une part que l'art de l'araignée surpasse l'art de Pénélope dans le tissage, et puis ensuite il va s'attacher sur l'art du peintre qui a su rendre les araignées dans toute leur diversité et la finesse de la toile. Donc, comme vous le savez, le texte a été traduit par Blaise de Vigenère et doit sa fortune à la Renaissance au XVIIe siècle à cette traduction. Il y a eu donc la traduction de 1578, et puis il y a en 1615 une édition illustrée, et vous voyez le frontispice qui montre que le livre, et on parlait des métaphores architecturales, hein, le livre et la galerie. Hein, donc chez Philostrate, vous avez la fiction d'une promenade à l'intérieur d'une galerie de peinture et avec une description des peintures successives, et le livre en quelque sorte propose au lecteur de faire à son tour cette promenade, pas seulement grâce au texte de Philostrate, mais également grâce aux illustrations et aussi grâce aux épigrammes qui vont être associés à ces illustrations. Donc pour l'étoile, dans l'édition illustrée, ça va se présenter de cette manière, comme pour chaque peinture, c'est-à-dire que vous avez sur la page de gauche une image
le titre et l'épigramme. On pense tout à fait à la structure de l'emblème. Et puis ensuite, vous avez à droite, avant la traduction de Philostrate, un argument, qui est une sorte d'introduction résumée, alors là, qui est déjà écrite par Blaise de Vigenère. Et après la traduction, vous avez un très riche commentaire où Blaise de Vigenère va puiser un peu dans tous les textes concernant l'araignée, les textes des naturalistes, etc. Alors, je passe assez rapidement sur la traduction, on pourrait y revenir si vous voulez, pour vous dire juste que la traduction est tout à fait exacte. La traduction de Blaise de Vigenère est fidèle, à part sur un point, vers la fin du passage, il a cru que Philostrate célébrait la manière dont le peintre avait représenté les toiles d'araignées. Il va parler de sauvages filandreries, alors qu'en fait, il s'agissait des araignées. Bon, c'est évidemment un écart important parce que ça place la toile au premier plan et ça va favoriser une lecture du texte du point de vue artistique. Donc, dans l'illustration, je me suis d'abord posé la question de savoir où étaient passées les araignées, parce que dans le texte de Philostrate, clairement, elles sont aussi au premier plan. L'illustrateur a choisi de représenter, il était question d'un vestibule, donc à l'arrière-plan, ce qui peut être déjà significatif qu'il ne pouvait pas mettre l'araignée au premier plan. Hein. Donc il faut vraiment les chercher, les toiles d'araignée. On aperçoit des toiles suspendues entre les colonnes et les masses sombres qui sont sans doute des araignées. Vous voyez que par rapport au texte de Philostrate, l'araignée est vraiment passée un peu à l'arrière-plan. Bon, on le reconnaît d'autant plus si on connaît la tradition iconographique antérieure concernant l'épisode d'Arachné dans les Métamorphoses, où au Moyen-Âge, vous avez souvent ce type de toile qui n'est pas la toile dans sa splendeur qu'on va pouvoir trouver à la Renaissance par ailleurs. Donc, bien sûr, Blaise de Vigenère a parfaitement compris le texte. Il a fait tous les rapprochements qui pouvaient s'imposer, j'y reviendrai, avec les naturalistes antiques. Il n'empêche que dans son argument, donc il est quand même ce que le lecteur lit d'abord, eh bien, il va mettre l'accent sur une autre symbolique de l'araignée, c'est-à-dire l'araignée comme symbole de l'abandon, par référence à un intertexte homérique, puisque Télémaque, lorsqu'il veut savoir ce qui se passe en son absence, se demande si le lit d'Ulysse est recouvert de toiles d'araignée. Ça veut dire simplement qu'il est tellement abandonné que les araignées ont tissé leur toile. Et c'est cette dimension qui est retenue dans l'argument, alors même qu'elle ne correspond pas du tout à la tonalité générale du passage de Philostrate, qui est plutôt une tonalité admirative. Donc vous voyez ici la désolation du logis d'Ulysse, où les araignées à l'envi d'elle filaient aussi leur toile de leur côté, en tous les coins et endroits dissolus, pour dénoter la triste et mélancolique face que peut avoir une maison durant l'absence et l'éloignement de son maître. Donc vous voyez un écart entre l'introduction du texte et le texte lui-même. Et l'écart est encore plus grand si cette fois on envisage l'épigramme qui se trouve sous la représentation, qui est ici. L'araignée et la vie humaine ont tous deux beaucoup de peine, et si on voit bien souvent que tout passe comme vent, car si la première file une tissure inutile, l'autre retord la douleur que lui cause son malheur. La toile de Pénélope, c'est celle qui l'enveloppe en mille angoisseuses ennuis, où elle passe les nuits, ne trouvant pour récompense enfin que la repentance. Donc vous voyez qu'on a toujours la fragilité de la toile d'araignée qui est retenue, et l'expression de tissure inutile, et qu'on va retrouver dans des textes où la toile d'araignée deviendra clairement un anti-modèle. Donc, vous voyez les raisons pour lesquelles je ne suis pas absolument certaine qu'on puisse dire que l'araignée est une figure du poète pour le lecteur du XVIe siècle et pour Sèvres lui-même. Ce qui n'empêche pas qu'on puisse faire cette lecture, évidemment. Hein. Nous, avec notre bibliothèque imaginaire, nous pouvons parfaitement la faire. Alors, deuxième exemple. Cette fois, il s'agit de Ronsard, dont on a parlé tout à l'heure. Il s'agit de l'hymne de l'automne et d'un épisode que Ronsard évoque deux fois
dans l'hymne du printemps, puis dans l'hymne de l'automne, qui est l'enlèvement, enfin plus que l'enlèvement, le piège tendu par Zéphyr à Flore. Donc dans l'hymne du printemps, nous avons l'action, je dirais, en direct, et dans l'hymne de l'automne, il y a un retour de Ronsard. Il explique par ailleurs que l'automne profite de l'absence du printemps pour enlever toutes les fleurs. Hein. Et donc on a là juste un retour en arrière, mais qui montre sans doute que Ronsard avait envie de développer ce qui n'avait pas assez, peut-être à son gré, développé dans l'hymne du printemps. Il était allé voir l'industrieux Zéphyr, qui tendait ses filets, étendu se retire au beau milieu du ré, afin d'envelopper Flore, quand il la peut en ses nœuds attraper. Et commence ensuite la comparaison. Ainsi, quand au jardin on voit en besognier, dès la pointe du jour, la ventreuse araignée, qui 15 ou 20 filets, comme pour fondement de sa trame future, attache proprement, puis tournant alentour d'une adresse subtile, tantôt haut, tantôt bas des jambes elle file, et fait de l'un à l'autre un ouvrage gentil, de travers, de biais, noudant toujours le fil, puis se plante au milieu de sa toile tendue, pour attraper le ver ou la mouche attendue. Ainsi faisait Zéphyr. Alors la comparaison est très belle, elle est caractérisée par le mouvement. Hein. Ronsard est très sensible au mouvement de l'araignée, on va y revenir. Et ce qui fait dire à Anne-Pascale Puymour, dont on parlait tout à l'heure, qui lui fait proposer cette lecture, donc dans un article intitulé Ronsard en fileuse, et elle a absolument raison, hein, Ronsard a une prédilection pour les images de tissage. Je précise qu'elle, dans sa citation, elle omet les circonstances, hein, elle retient, si je reviens à ce que je vous ai donné, elle fait commencer sa citation à « ainsi qu'en nos jardins hein, », et elle l'arrête à la mouche attendue. Et voici son commentaire. L'araignée dans ce contexte ne serait-elle pas une figure ironique de la parque? Alors pour l'amoureuse de Francis Ponge que je suis, évidemment, je pense à l'araignée de Ponge qui dit qu'elle est la parque de son lecteur, et je suis tout à fait prête, a priori, à souscrire à cette lecture. Et elle ajoute, cet animal illustre en effet une attente rusée autant que fragile, une méthode qui, tout en paraissant réduire la place du hasard, admet les voies capricieuses d'un dénouement pourtant annoncé. Je suis tout à fait d'accord aussi, mais je me demande si, à l'époque, c'est vraiment ainsi que ça peut être perçu. Et elle ajoute, une telle interprétation est accréditée par une source possible de Ronsard, l'adage exe fingit velut aranemus. Alors je vais revenir sur la totalité de cet adage, où Erasme, reprenant la description enthousiaste de l'épère par Pline l'Ancien, fait de l'araignée une figure de l'orateur ou du poète qui élabore sa fiction à partir de lui-même. Et donc là, elle cite la citation de Pline. Chez Pline, évidemment, il ne s'agit pas du tout d'une métaphore du poète, il s'agit d'une description de l'animal. On est chez le naturaliste. Et elle conclut, tous deux régis par les métaphores du tissage et du filage, Ordiride et Douqueré, les textes de Pline cités par Erasme et de Ronsard présentent des précisions techniques similaires. C'est ainsi que le poète ourdisseur de fables peut apparaître dans l'hymne de l'automne comme le représentant d'une nécessité qui acquiesce au charme imprévisible de l'errance. Donc j'avoue que je suis très séduite par cette lecture et qu'en même temps, j'ai quand même quelques doutes, notamment, vous allez voir, à cause de l'adage d'Erasme qu'on ne peut vraiment pas interpréter comme valorisant cette figure de l'araignée, mais ça, on va y revenir. J'indique juste quand même que je serais prête à aller dans ce sens, mais pour d'autres raisons, et en faisant appel encore à l'hypotexte, Ronsard s'inspire de l'Arioste, d'un passage de l'Arioste qui concerne un filet et qui aurait été utilisé, dont l'origine remonte au filet de Vulcain, qui aurait ensuite été volé par Mercure pour prendre au piège Chloris. Donc là, on voit bien, évidemment, le rapport. Zéphyr qui prend au piège Flore chez Ronsard, et la transformation de Mercure qui prend au piège Chloris. Donc voici les deux strophes de l'Arioste. Vous avez le texte italien, je lis directement la traduction. Le filet avait été jadis fait par Vulcain, d'un fil d'acier très subtil, mais avec un tel art que tout effort serait resté vain pour tenter d'en dénouer la moindre partie.
C'était celui qui déjà les pieds et les mains de Vénus et de Mars avait liés. Le jaloux l'avait fait dans l'unique intention de saisir les deux amants au lit. C'est un épisode très célèbre, hein, bien sûr, de l'Odyssée. C'est qui déclenche le fameux rire homérique, hein, les dieux qui sont invités à voir les amants prisonniers du filet. Bon, alors, ce qui fait dire donc à Béni qu'il s'agit d'une source de Ronsard, c'est bien sûr la suite. Hein. Mercure le vola plus tard au forgeron lorsqu'il voulut s'emparer de Chloris, Chloris la belle qui voltige dans l'air derrière l'aurore au lever du soleil, et du pan de sa robe qui les recueille répand les lys, les roses et les violettes. Mercure guetta tellement cette nymphe qu'avec le filet dans l'air, un jour il la saisit. Ce que semble avoir fait Ronsard, c'est qu'il est remonté à la source homérique, parce que l'Arioste n'avait pas retenu l'image de l'araignée, que l'on trouve en revanche bien dans le texte d'Homère, que vous avez là. Hein. C'est donc Héphaïstos qui vient d'apprendre l'infidélité d'Aphrodite, son épouse, et qui va décider de prendre au piège. Puis, quand il eut de rage contre Arès forger ce piège, il alla vers la chambre où se trouvait le lit des noces. Autour des pieds du lit, il tissa ce réseau de chaînes et d'autres en grand nombre fit descendre du plafond, fines comme fil d'araignée. Nul n'y put rien voir, même un dieu bienheureux, tant son ouvrage était retors. Donc là, c'est Vulcain, Héphaïstos, qui est clairement comparé à l'araignée. Donc c'est le dieu forgeron. Et effectivement, on peut se dire que le dieu forgeron, c'est l'auteur du bouclier d'Achille, et qu'en vertu de l'ekphrasis, ça pourrait être une figure du poète. Donc pourquoi pas, de fil en aiguille, si j'ose dire, arriver à ce que, et c'est très probable, hein, Ronsard a clairement le texte d'Homère en mémoire, et donc c'est peut-être une façon de revendiquer, d'utiliser le charme de l'image de la toile d'araignée, mais comme Caroline le disait, c'est la force de la métaphore et sa relative autonomie, hein, sans dire pour autant qu'il propose l'araignée comme modèle du poète. Et je vais maintenant vous montrer que dans le discours explicite, en revanche, l'araignée est toujours à l'époque un anti-modèle. Et je vais reprendre rapidement les trois catégories de l'inventio, de la dispositio et de l'élocutio. Et je vais commencer par le fameux adage d'Erasme. Donc, exe fingit velut aranemus, qui commence par une citation de Plutarque. Alors, je vais peut-être vous laisser le texte latin et vous lire une traduction. Proverbial est aussi le rapprochement entre l'araignée qui tisse sa toile à partir d'elle-même et l'homme qui forge des mensonges de son cru. Mendacia. Il me semble que le terme est clairement péjoratif. Il n'y a pas de doute lorsqu'on lit l'adage à partir du début. Ainsi, chez Plutarque, dans le traité sur Osiris, telle l'étoile que les poètes et les orateurs, engendrant d'eux-mêmes leurs fils comme les araignées, sans aucun apport extérieur, tissent et tentent. Alors, dans ce traité sur Osiris, Plutarque célèbre la religion égyptienne, la mythologie égyptienne, qu'il oppose à la mythologie des poètes gréco-latins, en disant que dans cette religion égyptienne, il y a une teneur de vérité. On n'est pas dans l'élucubration, chaque poète donne sa version du mythe, comme ça peut être le cas dans la mythologie gréco-latine. Et donc, clairement, la comparaison est dépréciative dans le texte de Plutarque, si on prend tout son contexte. Il est vrai que déjà, avec l'opération de sélection opérée par Erasme, ça devient plus ambigu. Et ça devient de plus en plus au fil de l'adage. Bon, j'ai consacré un article à l'araignée chez Erasme parce que c'est vraiment une extrême richesse. Et on voit comment il y a une sorte de puissance de la métaphore qui peut-être déborde de la signification de l'image, peut-être d'ailleurs, même pas la métaphore, qui déborde de la signification première. Donc vous voyez qu'Erasme va ensuite passer à des citations de naturalistes. Hein. Pline rapporte que les plus grandes araignées tendent des toiles devant le vestibule étroit de leur trou dans la terre, que les
petites ne font pas de toile et qu'une troisième espèce est remarquable par l'élaboration de ses ouvrages. Donc là, il résume un petit peu et puis il cite directement. Elle ourdit des toiles et son abdomen suffit aux matériaux d'un si grand travail, soit que, comme le veut Démocrite, les résidus contenus dans le ventre se transforment régulièrement à cet effet, soit qu'elle est en elle-même la faculté de produire une espèce de laine. Alors je reviendrai sur cette histoire des résidus, parce que c'est très important pour lorsqu'on va avoir des textes où l'araignée file l'ordure, à partir de cette interprétation de Démocrite. Mais Erasme fait remarquer qu'il n'y a pas du tout accord sur l'origine du fil de l'araignée. Et il continue donc la citation de Pline. Avec quel angle régulier, vous remarquerez évidemment la dimension anthropomorphique de l'image, avec quel fil uni et égal elle conduit sa trame, son propre corps lui servant de poids. Elle commence par le milieu de son tissu, qu'elle étend par des anneaux à des intervalles toujours égaux, elle les assujettit par un nœud indissoluble. Je vais revenir évidemment sur cette dimension de géomètre de l'araignée. Et Erasme fait remarquer qu'Aristote n'est pas tout à fait d'accord avec Pline sur ce point. Ne sont pas incompatibles avec cette description ce qu'Aristote rapporte au livre 9 de son traité sur la nature des animaux, où il ajoute que les araignées peuvent produire leur fil dès leur naissance, non à partir de l'intérieur comme une sorte d'excrément, ainsi que le prétend Démocrite, mais à partir de la surface de leur corps comme une sorte d'écorce. Donc là on retrouve une métaphore végétale, une comparaison végétale, ou encore à la manière des porcs-épics lançant les piquants de leur peau. Alors ça c'est une légende que l'on trouve chez Aristote qui va traverser le Moyen-Âge, du porc-épic qui projetterait ses piquants sur ses adversaires. Évidemment il n'en est rien, les piquants peuvent tomber, mais c'est tout. Et puis la remarque sur le fait que ne tisse et ne chasse d'ailleurs que les femelles, le mâle en partage le fruit mais non le labeur. Donc ça c'est aussi une remarque d'Aristote. Donc vous voyez, l'adage d'Erasme est au moins ambigu et si on s'en tient à la première phrase, il est quand même plutôt, il présente quand même plutôt l'araignée comme un anti-modèle. Ce qui est remarquable, c'est que à cette époque, lorsqu'on veut célébrer la capacité d'inventio, d'originalité, ce qui est loin d'être l'opinion majoritaire. En général, on a parlé des abeilles, je vais y revenir. Eh bien, on ne va pas choisir l'araignée, on va choisir le ver à soie. C'est ce que fait Pétrarque dans sa fameuse lettre à Thomas de Messine, dont on a parlé, je crois, ce matin. Alors, dans cette lettre, Pétrarque file très longuement la comparaison du poète avec l'abeille qu'il reprend de l'Antiquité. Le sujet est bien connu. Mais il va quand même valoriser le poète qui serait capable de créer à partir de lui-même, mais en le présentant comme une sorte d'idéal inaccessible. C'est la partie que je vous ai mis en gras. Felicius quidem non appium more passim sparsa colligere, sed corum dam aud multo maiorum vernium exemplo, corum ex visceribus sericum prodit, ex ipsos repotius et loquitum odo et sensus gravis argueus et cernis et ornatus. Donc, on obtient certainement un meilleur résultat si au lieu de recueillir ça et là des éléments hétéroclites à la façon des abeilles, on tire de soi-même pensée et style, à l'exemple de certains vers pas beaucoup plus gros que ces dernières, dont le ventre produit la soie. Il faut toutefois que la pensée soit profonde et vraie et le style élégant. Pétrarque, à ma connaissance, ne reviendra pas sur ce vers à soie, qui reste une sorte d'apax, mais qui retient l'attention de Castelvetro, qui lui va dire que lui, il choisit le vers à soie, mais Castelvetro est un esprit original, vous le savez, et donc il va rester un peu seul de son côté. Il va être jugé très sévèrement en France, vous le savez aussi. Il y a quand même quelqu'un qui l'a lu et qui a extrait la citation concernant le ver à soie, c'est le Tasse, qui a pris des notes sur la poétique de Castelvetro. Parmi les citations qu'il a relevées, il y a cette comparaison avec le ver à soie. Donc vous voyez que pour l'Inventio, si l'on veut célébrer une invention, une originalité, ce qui est un point de vue minoritaire,
eh bien, on va chercher le ver à soie, parce que le ver produit la soie. Alors, je n'ai pas le temps de revenir sur les emblèmes concernant le ver à soie, les débats du ver à soie et de l'araignée, ou du ver à soie et de l'abeille, on pourrait en parler éventuellement. Il y a une assez riche tradition emblématique à ce sujet. J'en viens maintenant à la catégorie de la disposition. Qu'est-ce qu'on peut trouver concernant l'araignée de ce point de vue? Il me semble que ce qui caractérise la Renaissance, c'est bien sûr la redécouverte d'un certain nombre de textes antiques de naturalistes, mais aussi le traité de Plutarque, qu'on avait évoqué ce matin, qu'on traduit souvent par l'intelligence des animaux. Le titre exact est plus long, des animaux terrestres ou des animaux aquatiques, lesquels sont les plus intelligents. Parmi les exemples d'intelligence animale, il y a l'araignée, et il y a donc une citation de Démocrite, c'est la seule source qu'on ait, mais c'est présenté comme une citation de Démocrite, qui est la suivante. Donc, mais peut-être est-il risible de louer la capacité d'apprentissage des animaux, puisque Plutarque vient de donner toute une série d'exemples qu'on retrouvera chez Montaigne, d'animaux capables d'apprendre beaucoup de choses, alors que selon Démocrite, nous avons été leurs élèves dans des domaines très importants, de l'araignée pour le tissage et le ravaudage, de l'hirondelle pour la construction des maisons, des oiseaux mélodieux que sont le cygne et le rossignol dans notre imitation de leur chant. Donc l'homme à l'école des animaux. Bon, Montaigne a écrit de très belles pages dans son apologie de Raymond II en s'inspirant du traité de Plutarque. Donc j'ai juste repris le passage qui concerne l'araignée. Pourquoi épaissit l'araignée sa toile en un endroit et relâche en un autre? Se sert à cette heure de cette sorte de nœud, tantôt de celle-là. Si elle n'a et délibération et pansement et conclusion, nous reconnaissons assez en la plupart de leurs ouvrages combien les animaux ont d'excellence au-dessus de nous et combien notre art est faible à les imiter. Une grande originalité de la pensée de Montaigne sur la question, comme sur beaucoup d'autres sujets, mais il y aura une postérité au XVIIIe siècle en particulier importante. Alors, ça c'est donc le Démocrite, c'est le point de départ. Il y a à l'autre bout, du point de vue des textes antiques, on a Élien, qu'on a évoqué aussi, qui compile différents textes antiques et qui a une section qui, dans la tradition latine de Pierre Gilles, est intitulée « De la géométrie des araignées ». Donc je vous ai donné le texte grec et puis une traduction française, en retenant juste une expression de la traduction latine de Pierre Gilles qui me paraît importante. Non seulement les araignées sont des tisseuses adroites comme Athéna, la divine artisane et tisseuse, mais de plus, elles sont par nature de redoutables géomètres. En latin, dans la traduction de Pierre Gilles, cela donne donc natura etiam sunt ad geometriam eruditi. C'est quand même assez remarquable comme terme. En effet, elles maintiennent le centre du cercle et suivent sa circonférence avec une extrême précision, sans avoir besoin d'Euclide pour cela. Elles sont postées en embuscade au centre exact de leur toile et ce sont de géniales tisseuses et d'habiles ravaudeuses. Si l'on brise un fil de leur savant ouvrage, à la trame si fine et au fil si solide, elles le réparent et le rendent à nouveau intact et parfait. Alors, et Pierre Gilles, pour cet exemple comme pour d'autres, a été s'est senti tellement concerné par l'exemple qu'il ajoute un petit commentaire personnel et donc une rubrique de l'habileté des araignées, que j'ai traduit de mon mieux. Vous avez le texte latin à gauche. L'ouvrage des araignées a des points communs avec le tissage des femmes et a apporté aux hommes la science d'user de filet. Et il va mettre l'accent sur l'art de la chasse de l'araignée. Donc l'araignée comme table chasseresse. Mais qu'y a-t-il dans leur ouvrage qui ne mérite la plus grande admiration? Et il aborde une question qui n'est pas fréquemment abordée, puisqu'en général on compare le tissage des araignées au tissage humain, par exemple de Pénélope, et lui il fait remarquer que l'araignée n'a pas de métier à tisser. Comment fait-elle tenir ensemble les fils, leur toile ne tient pas sa consistance d'un métier à tisser, pourtant avec ses fines membranes, elle parvient à durer et ses fils sont liés sans que je puisse apercevoir par quel liant. Et puis même, donc la toile d'araignée est un prodige de la nature. Tout est étonnant en elle. Elle est invisible et pourtant
avec le temps, lorsqu'elle se salit, on finit par voir la couleur. Donc il y a une sorte d'alliance des contraires dans la toile d'araignée. Et puis vous avez une insistance sur la rapidité de l'araignée. Et là, on pense au texte de Ronsard, justement. Hein. Ce qui, chez l'araignée, suscite aussi en moi la plus grande admiration est la rapidité avec laquelle elle se jette tantôt ici, tantôt là, aussi bien quand elle tisse sa toile que quand elle s'efforce d'attraper une proie, avançant, reculant, revenant, repartant en un instant. Et elle ne prend pas seulement des moustiques et des mouches, mais aussi des taons et des faux bourdons. Quel chasseur userait des filets avec plus de science? Donc Pline dit qu'elle est à l'origine, que l'araignée est à l'origine de l'invention des filets. La mouche retenue par le filet tente de s'échapper grâce à ses ailes et fait résonner l'air de son frémissement. Elle s'efforce d'arracher ses pattes au filet, mais nulle issue pour elle. Donc Pierre-Gilles, qui est naturaliste, hein, donc, a rajouté sa propre observation et qui corrobore le texte des liens. Alors, est-ce que ces textes qui admirent la géométrie de l'araignée ont produit des œuvres dans le domaine littéraire ou artistique? Alors, littéraire, je ne sais pas. Artistique, je pense que cette peinture célèbre de Véronèse est clairement marquée par la figure de l'araignée géomètre, puisque vous remarquerez que la toile d'araignée est particulièrement géométrique. Vous remarquerez aussi qu'on n'a plus simplement des cercles concentriques, hein. On est plus dans une figure type hexagone, et puis elle n'est pas attachée à un support naturel, hein. Elle est tenue entre les mains, donc ce qui renforce, qui rajoute la figure du triangle. Alors on pourrait passer des heures sur cette peinture. Je vais juste m'arrêter sur son titre. En fait, d'après le programme iconographique de la salle du collège qui représente les différentes vertus, il s'agit clairement ici de l'industrie. Et la vertu de l'industrie représentée par l'art du tissage, c'est en accord avec Pline et c'est tout à fait cohérent. Maintenant, en même temps, on peut aussi y voir, c'est plutôt les commentateurs modernes, une figure d'Athéna, puisque de toute façon, vous avez le Athéna et la déesse qui préside à l'art du tissage, et pourquoi pas Athéna et Arachné après sa métamorphose. Bon. Mais en fait, si on tient compte de la cohérence du programme allégorique, c'est plutôt l'industrie et c'est plutôt Athéna et l'araignée, comme dans le texte des liens, et non pas dans un conflit. Alors pourquoi la dialectique? Eh bien, tout simplement parce qu'on a souvent lu cette peinture à travers le prisme d'un autre adage d'Érasme. Comme je vous dis, il y a beaucoup d'araignées chez Érasme, et c'est l'adage aranearum telas texere, donc tisser des toiles d'araignée. Comme vous le voyez, la valeur de l'expression est tout à fait dépréciative. Hein. Tisser des toiles d'araignée signifie se donner infiniment de peine et de tourments pour un travail frivole et stérile. Il y a aussi tisser des toiles de Pénélope, ça veut dire à peu près la même chose, c'est notre adage. Et la source, on rapporte cette expression proverbiale à Saint Basile au début de ses commentaires sur l'Hexaémeron. Donc évidemment, Saint Basile a repris la valeur symbolique traditionnelle de l'araignée, c'est tout à fait logique. Mais Érasme ajoute aussi une citation qu'il trouve chez Diogène Laërce, en fait une citation d'Ariston de Chios. Dans la vie de Zénon, un philosophe disait que les raisonnements dialectiques étaient semblables à des tissus d'araignée qui paraissent soigneux et précis, mais ne sont que futiles et fragiles. Et quelqu'un d'autre comparait les lois à des toiles d'araignée. Alors là, vous voyez la manière de procéder d'Érasme. Hein. On change de sujet clairement, mais ça dit toujours d'araignée. Donc, quelqu'un d'autre comparait les lois à des toiles d'araignée qui sont facilement déchirées par les grands oiseaux, mais retiennent les mouches. Alors ça, c'est une comparaison très célèbre. C'est Anacharsis qui arrive à Athènes au moment où Solon est en train de rédiger les premières lois d'Athènes, et qui lui dit qu'il est en train de perdre son temps, parce que les lois seraient comme les toiles d'araignée. Elles ne prendront que les petits délinquants, je dirais aujourd'hui. Les gros vont les traverser allègrement. Et alors ça, c'est repris jusqu'à Balzac, évidemment, puisque ça correspond à une perception de l'appareil judiciaire qui survit à travers les époques. Érasme va opérer un glissement intéressant en passant de la dialectique à la sophistique. Il le fait dans un de ses colloques, Écho. Donc le principe de l'écho, c'est que la deuxième réplique doit faire écho à la première, donc c'est un tour de force évidemment. Je vous donne juste le petit passage qui nous concerne.
Quid facere censes eos quiterunt aetatem in sophistico doctrinae genere, nere, forta setela saranerum, arum, ac Penelopes telax texunt, ac retexunt, texunt. Donc, il a évidemment, Erasme a rapproché ces deux adages, tisser d'étoiles d'araignée, tisser d'étoiles de Pénélope, c'est-à-dire perdre son temps en de vains ouvrages. Et c'est ce que vous retrouvez aussi dans les emblèmes, donc ici un emblème contre les sophistes, l'araignée qui compose sa toile, qui met beaucoup de zèle à composer sa toile, mais qui est méprisée par un ouvrage qui est méprisé par tout le monde. Eh bien, il en va de même des sophistes. Alors, dernier exemple d'usage toujours dépréciatif et comme anti-modèle, mais avec le comparant reste le même et le comparé change, chez Francis Bacon, qui, vous le savez, utilise trois comparaisons pour caractériser trois types d'intellectuels, si on peut dire. Et donc, vous avez l'araignée, la fourmi et l'abeille. L'araignée, c'est ce qui représente le penseur scolastique enfermé dans sa cellule et coupé du réel. Je lis juste la traduction peut-être pour aller vite. Cette sorte de savoir dégénéré, alors on dit parfois aussi les rationnels, c'est ceux qui font fonctionner la raison mais à partir de rien. Ils n'ont aucun contact avec le réel, donc la raison tourne à vide en quelque sorte. Cette sorte de savoir dégénéré, il y a particulièrement parmi les hommes de l'école qui étaient dotés d'esprit aigu et fort, qui avaient du loisir en quantité et des lectures peu variées. Ces auteurs étaient enfermés dans les cellules d'un petit nombre d'auteurs, principalement Aristote, leur dictateur, comme leur personne l'était dans les cellules des monastères et des collèges, et ne connaissant ni l'histoire de la nature ni celle des hommes, à partir d'une faible quantité de matière, mais avec une agitation infinie de l'esprit, ils nous ont tissé ces laborieuses toiles du savoir qui, par leurs livres, sont venues jusqu'à nous. Car l'esprit et l'entendement de l'homme, s'il travaille sur la matière, ce qui constitue l'étude des créatures de Dieu, travaille selon cette étoffe et se trouve limité par elle, mais si au contraire l'esprit travaille sur lui-même comme l'araignée s'occupe à ouvrir sa toile, alors son ouvrage est sans fin et il produit assurément des toiles d'araignée de savoir admirables pour la délicatesse du fil et du travail, mais sans substance et sans profit. Donc là, avec Bacon, en fait, on a à la fois l'inuentio, je parlais de dispositio pour la dialectique parce que c'était la construction de l'argumentation, mais là, c'est vraiment un ensemble, et il est d'ailleurs, et c'est aussi l'élocutio, le terme qui apparaît ensuite, c'est le terme de subtilité, mais qui a une connotation plutôt défavorable. Et alors j'en viens très rapidement, pour finir, à l'élocutio, avec... d'abord un exemple pris d'un recueil d'emblèmes de Sébastien de Covarrubias, qui est l'auteur du grand dictionnaire de la langue castillane. Donc on est en 1610. La devise c'est « In minimis sumus labor », donc très grand travail, très grande peine dans de très petites choses. Si enfermer l'Iliade d'Homère dans une noix est selon toi une grande chose, comme représenter la terre tout entière sur la petite aile d'un papillon, ou sur un noyau de griotte le cruel acmé de la si célèbre bataille navale, en quoi le travail est immense pour peu de fruits, je ne te tiendrai pas pour un artiste, mais pour un fou. Alors, de quoi s'agit-il? L'emblème est un peu ambigu. De quoi s'agit-il? Probablement d'une critique d'un art de la condensation à l'extrême. Donc en fait, on serait dans un discours métapoétique sur l'art de l'emblème. À force de vouloir condenser, donner des formules emblématiques. En même temps, moi, ce qui me frappe, c'est que, et ça rejoint la question du début, pour nous qui lisons ces vers, on a des images très séduisantes tout de même. Enfermer l'Iliade d'Homère dans une noix, représenter la terre tout entière sur la petite aile d'un papillon. Moi, je pense à la description du char de la reine Mab dans Le Songe d'une d'été de Shakespeare. Donc, une sorte d'art de la miniature, de séduction du minuscule, qui ne correspond clairement pas au discours explicite de l'auteur du recueil, mais l'image peut déborder là aussi. Je ne sais pas trouver de meilleure formulation que cette idée d'une image qui déborde de la signification allégorique qu'on veut lui donner, qui s'échappe et qui peut ensuite donc engendrer d'autres discours. En revanche, du côté
du discours... ah oui, pardon, j'ai une meilleure diapositive pour la lecture. Du côté du discours explicite, eh bien, on va trouver ça chez Théophile de Viau, 1621. J'en connais qui ne font des vers qu'à la moderne, qui cherchent à midi Phébus à la lanterne, grattent tant le français qui le déchire tout, blâmant tout ce qui n'est facile qu'à leur goût, sont un mot à connaître en tâtant la parole lorsque l'accent est rude ou que la rime est molle, veulent persuader que ce qu'ils font est beau et que leur renommée est franche du tombeau, sans autre fondement sinon que tout leur âge s'est laissé consommer en un petit ouvrage, que leurs vers dureront au monde précieux pour ceux qu'en les faisant, ils sont devenus vieux. De même, l'araignée, en filant son ordure, use toute sa vie et ne fait rien qui dure. Donc là, je crois qu'on est clairement dans l'anti-modèle. Et alors, sorte d'épilogue, parce que c'est hors de votre période, mais évidemment, le texte qui va faire une synthèse extraordinaire de tout ça, c'est Swift dans sa fameuse bataille des livres. Alors là, c'est l'image est filée avec virtuosité, donc je vous ai juste donné le discours explicite. Donc dans la bataille des livres, on est dans une bibliothèque, on est dans le contexte de la querelle des anciens et des modernes, et donc pour venir en aide à son protecteur, Sir William Temple, qui a choisi le camp des anciens, Swift écrit ce texte, et donc il imagine que dans cette bibliothèque, il y a une bataille de livres, mais vraiment une bataille avec des livres qui se déchirent, qui se jettent les uns sur les autres. Et la bataille est interrompue parce que tout d'un coup, par une vitre cassée de la bibliothèque, il y a une abeille qui va se prendre dans une toile d'araignée, qui va la déchirer, et ensuite, alors, l'abeille est furieuse parce que ses ailes sont salies, il faut qu'elle les nettoie, et l'araignée est furieuse parce que l'abeille a détruit sa toile. Donc, d'où un grand un dialogue entre les deux, et Ésope, le porte-parole des anciens, bien sûr, va tirer les leçons du spectacle. Car, messieurs, fut-il jamais rien de si moderne que l'araignée avec ses grands airs, ses tours et ses paradoxes, elle argumente à votre profit, à vous, ses frères, comme au sien propre, lorsqu'elle se vante de tout tirer de son fond propre et de son grand génie, disant qu'elle file et crache absolument de soi-même et ne veut rien devoir obligation ou demander assistance à rien d'extérieur. Ensuite, elle vous expose sa grande adresse en architecture et ses progrès en la mathématique, donc ça c'est toujours la figure de l'araignée géomètre. À tout cela, l'abeille, comme un avocat engagé par nous, les anciens, juge convenable de répondre que s'il faut juger du grand génie ou des grandes inventions des modernes parce qu'ils ont produit, vous aurez peine à ne pas perdre la face en vous vantant de l'un et des autres. Établissez vos plans avec autant de méthode et adresse qu'il vous plaira. Pourtant, si les matériaux ne sont qu'ordures tirées de vos propres entrailles, qui sont le ventre des cerveaux modernes, l'édifice entier ne sera à la fin pas autre chose qu'une toile d'araignée, dont la durée, comme celle des toiles des autres araignées, ne peut être imputée qu'au fait qu'elles sont oubliées, ou négligées, ou cachées dans un coin. Pour toute autre chose authentique et solide dont les modernes puissent se vanter, je ne m'en puis souvenir aucune, à moins que ce ne soit une abondante veine de chicane et satire, dont la nature et la substance ont beaucoup en commun avec le poison de l'araignée. Et que, cependant, comme l'araignée, ils affirment tirer tout entier de leur fond, est enrichi par les mêmes moyens, car ils se nourrissent des insectes et vermines de notre âge. Donc l'abeille fait remarquer que, de toute façon, l'araignée, elle a bien besoin du reste du monde pour produire son fil. Voilà, donc avec Swift, on est, je dirais, au bout d'une évolution de l'anti-modèle. Et le retournement, selon moi, va se produire au XVIIIe siècle, et notamment avec Diderot. Mais chez Diderot, alors on voit, et ça commence dans l'article asiatique de l'encyclopédie, où il reprend une citation du dictionnaire philosophique de Pierre Bayle, qui est à l'article Spinoza, où Bayle a cité un extrait de François Bernier, qui est à la fois celui qui a écrit l'abrégé de la philosophie de Gassendi, mais aussi un médecin qui a passé des années en Inde, et qui avait relaté, présenter ce qu'il avait pu connaître de la pensée indienne, et en particulier une métaphore que l'on trouve effectivement dans les Védas, dans la Mundaka Upanishad, où le monde a été produit comme la toile d'araignée, et il sera résorbé dans le Brahman, comme l'araignée peut reprendre les fils de sa toile. Chez Bayle, c'est clairement utilisé contre Spinoza, et avec Diderot, ça va se retourner, et après, on va arriver jusqu'au rêve de d'Alembert, où un modèle tout à fait valorisé. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il s'agisse d'auteurs qui
utilise l'araignée comme modèle ou qu'il l'utilise comme anti-modèle, en fait, la signification est toujours la même. C'est-à-dire que l'araignée est une figure de l'immanence. Et donc, ou bien on condamne l'immanence, évidemment c'est ce qui est fait dans toute la tradition chrétienne, ou bien, et ça c'est nouveau avec Diderot, mais ça se poursuivra avec Mallarmé, Justin Ponge, on la valorise et là, l'araignée peut être choisie comme modèle. Ouais, je vous remercie. Alors merci beaucoup Sylvie Balestra pour cet exposé très très convaincant sur le statut de l'araignée comme modèle ou anti-modèle justement au XVIe siècle. Et merci aussi pour l'ouverture au XVIIIe siècle, au tournant du XVIIIe siècle qui est appréciable. Et je vais directement ouvrir pour des questions. Moi j'ai une question, je me suis demandé en lisant aussi votre livre s'il n'y a pas parfois des confusions entre la métaphore assez courante du tissage qu'on retrouve un peu partout et justement la métaphore de l'araignée. Oui, tout à fait. Moi, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas confondre le poète tisserand, ça, des Pétrarque se veut tisserand, Ronsard se veut tisserand. Mais ce n'est pas parce qu'un poète se veut tisserand qu'il se veut araignée. Parce qu'il y a tous les obstacles que j'ai essayé d'évoquer qui font que l'araignée est trop surchargée de connotations péjoratives, notamment dans la tradition biblique, pour que elle puisse... voilà. Donc je crois que c'est ça, vous avez exactement mis le doigt sur le point crucial. Ce n'est pas parce qu'il y a modèle du tisserand, du tissage, qu'il y a modèle là. Et l'exemple de Pétrarque est intéressant parce que justement, il faut prendre le ver à soie. Le ver à soie, lui, évidemment, il n'est pas condamné par la Bible. On n'a pas de problème avec le ver à soie. Alors que l'araignée, alors je n'en ai pas parlé, mais par exemple dans l'Ovide moralisé, dans les commentaires médiévaux de l'épisode d'Arachné, l'araignée c'est une figure du diable, évidemment. À Pallas, c'est la sapience divine, et face à elle, c'est le diable qui veut prendre les âmes dans ses filets. Enfin, voilà. Donc, étonnamment, Pallas ne sert pas forcément de modèle non plus de tisseuse. Si Arachné sert d'anti-modèle, Pallas ne va pas servir de modèle. Si, Pallas peut tout à fait servir de modèle. Oui. Et d'ailleurs, j'irai plus loin. Enfin, là, ça ne concerne plus les modèles poétiques, mais je pense que dans la poésie du XVIe et du XVIIe siècle, vous avez aussi une dissociation entre Arachné et l'araignée. Par exemple, vous avez un madrigal de Marino, vous avez deux madrigaux qui se ressemblent. Ils s'adressent une fois à une dame qui file, une autre fois à une dame qui coud. Et l'un, c'est la parque d'amour, l'autre, c'est l'arachné d'amour. Donc, il dit que lorsqu'elle elle brode, et que c'est le cœur de l'amant, et le fil rouge, c'est le sang de l'amant, etc. Bon, on est dans l'éros baroque, tel que l'a étudié Gisèle Mathieu Castellani. Je ne pense pas que cela veuille dire pour autant qu'il compare la dame aimée à une araignée. Voilà. Je crois même là, même entre Arachné et l'araignée, il peut y avoir des différences. Parce que chez Pline, Arachné est évoqué, mais sans du tout mention de l'épisode du conflit avec Pallas. Il faut savoir qu'on a une seule source, qui est Ovide pour cet épisode. Après, vous avez des notes au Thériaca de Nicandre, où vous avez une autre version, mais alors c'est cité dans certains ouvrages, mais donc en fait, tout vient d'Ovide. Et tout dépend de la façon dont on interprète Ovide. Bon, chez Ovide, il est clair que l'araignée, Arachné est une figure d'Ovide et du poème, la toile d'Arachné met en abîme les métamorphoses, donc ça ne fait aucun doute. Mais même l'épisode d'Ovide, pendant des siècles, il ne peut pas être lu comme cela. Il est lu comme simplement un châtiment de hubris et Arachné comme une figure de l'orgueil, comme on le voit chez Dante en particulier. Moi j'aurais une question. Vous venez de mentionner Gisèle Mathieu Castellani et en fait votre exposé m'a fait penser à son ouvrage sur la quenouille et la lyre. Oui, alors vous expliquez très bien à l'instant que justement il faut distinguer figure de l'araignée ou représentation de l'araignée et figure de la tisseuse. Mais est-ce que les auteurs femmes, alors outre Louise Labbé dont vous parliez tout au début avec François Rigolo, ont pu essayer de se saisir de cette figure de l'araignée pour en faire quelque chose de positif? Là aussi, on a un exemple intéressant, c'est Christine de Pizan. D'accord. Alors, qui s'inspire de Boccace, donc des Mulieribus et Clarisse. Mais même elle, d'un côté, lorsqu'elle s'inspire de Boccace, elle va pouvoir célébrer Arachné.
Mais dans l'épître d'Othéa, elle va reprendre la condamnation, et là où elle se réfère à l'épisode ovidien, elle reprend la condamnation de la figure de l'orgueil. Donc en fait, il y a vraiment une difficulté à s'approprier cette figure. Et donc Arachné, oui, l'araignée, non. D'accord. L'araignée, non. En revanche, évidemment, au XXe siècle, alors ça, chez les féministes, Arachné devient une figure extrêmement prisée. Et bien avant d'ailleurs, hein, chez Emily Dickinson, au XIXe siècle, chez Emily Dickinson, l'araignée est clairement une figure de poète. Mais elle l'est déjà chez Walt Whitman, donc voilà. À partir du XIXe, là, il n'y a plus de... Alors, vraiment merci hein, pour cet exposé voilà, qui nous a promené de l'Antiquité au XVIIIe siècle, puis même au-delà, et sur plein de pays différents. C'était vraiment très très passionnant. Je voulais vous poser une question. Vous avez discuté autour, enfin tu as discuté autour de Dan Pascal Pomounou, de François Rigolo, et moi, voilà, sans avoir ça en mémoire très très fort, j'avais Abeille Araignée, c'était Fumaroli. Ah oui, bien sûr, dans l'anthologie, la querelle des anciens et des modernes, voilà, absolument. Alors, oui. Est-ce que, mais c'est plus tard. Oui. Mais de toute façon, les araignées, elles sont condamnées. Hein. C'est l'araignée de Swift, donc les abeilles et des araignées. D'accord, parce que donc c'est comme ça qu'il oppose l'ancien et le moderne. Ah oui, tout à fait. Donc, et en fait, donc tu es en phase avec ce qu'il dit. Ah oui, tout à fait. Oui. Donc là, il dit d'ailleurs hein, qu'il emprunte son titre au texte de Swift. Oui, voilà. qui cite. Voilà. Et donc, mais disons que l'araignée est utilisée comme emblème des modernes par les anciens. Ce ne sont pas les modernes qui disent nous sommes araignées. Voilà. Alors que après Diderot, on pourra avoir encore. Bon, après Diderot est quand même assez singulier. Hein. C'est vraiment au XIXe siècle qu'on a. Et avec. Alors chez Diderot, j'ai dit qu'il y avait ce détour par les Védas. Et chez Mallarmé aussi, parce que dans sa lettre, il se compare à une araignée sacrée. Et Mallarmé s'était intéressé beaucoup. Et donc c'est certainement aussi plutôt la métaphore védique qu'il a en tête. Donc comme s'il fallait ce détour voilà, pour que l'image soit un peu dépouillée de ses connotations bibliques très, très défavorables. Et alors peut-être une toute petite question, mais alors là totalement personnelle, sur l'illustration de Pétrarque. Oui. J'ai une note, ça peut m'aura. C'est au tout départ, puisque c'est un vers qui est illustré. Oui. C'est vraiment une question. Je m'intéresse un peu aux incipits de Pétrarque, donc là c'était pas l'incipit. Comment on sait que c'est ce vers-là qui est commenté? Alors, parce qu'en fait. Sur le plan visuel. Oui. Alors j'essaie d'y revenir. C'est à peu près au bon niveau. Après, c'est aussi parce que on a d'autres... voilà, hein, c'est sûr. Oui. Donc là, c'est ça. Hein. D'accord. Et là, il y a même un petit trait. C'est le trait. Et de l'autre côté, alors j'ai plus en mémoire ce que c'est. Voilà. Mais en fait, il a une pratique qui est vraiment proche de l'emblème. C'est-à-dire qu'il a l'air de considérer que dans chaque sonnet de Pétrarque, il y a un vers, effectivement, on trouve des vers qui sont des sentences qui pourraient être extraits, et c'est ça qu'il illustre. D'accord, oui, je n'ai pas vu les traits qui montrent que c'est à peu près, disons, ce distique ou comment. Après, il est certain qu'il a en tête le sonnet de Pétrarque où il y a l'araignée, l'œuvre d'araignée, et que c'est aussi une façon intertextuelle. Hein, Alors, il y a un article sur ce sujet dans un ouvrage qui est paru récemment en 2017 en italien sur le dialogue créatif. Et donc, alors je vais peut-être là, je vais le retrouver. C'est Andrea, donc voilà, l'auteur de l'article s'appelle Andrea Torre, T-O-2-R-E, et il a intitulé son texte Un lettore creativo di Pétrarque. Donc il défend cette idée de lecture effectivement tout à fait créative, à la fois créative par l'art, l'habileté plastique, mais également parce que c'est une façon de lire le texte hein, qui est... Et d'après vos recherches, au sein d'un texte zoologique, c'est Pierre Gilles
pour la première fois, évoque l'araignée spécifiquement? Non, enfin, disons que là, c'était la traduction en latin des liens par Pierre Gilles. Et c'est simplement ce qu'il a fait, c'est qu'il a traduit le texte, très bien, et puis il a ajouté un commentaire personnel. Voilà. Est-ce que vous avez des choses antérieures sur l'araignée dans chez les naturalistes, en dehors des naturalistes antiques. Voilà. Honnêtement, je peux pas, j'ai pas fait d'enquête suffisamment pour vous répondre là. Il faudrait voir. Mais je pense que oui. C'est assez tôt déjà. Oui, Pierre Gilles, c'est tôt, effectivement. C'est clairement à partir des textes. Bon, et le texte des liens, quand même, est un texte qu'il est le premier à traduire, qui a été édité il n'y a pas très longtemps, donc qui est assez récent pour la connaissance et la diffusion. Merci beaucoup. J'ai juste pensé en fait à une occurrence de la toile arachnéenne et une référence aussi au conflit entre Minerve et Arachné, que j'avais trouvé dans un poème médical de Bretonneau. Je note. Non, j'ai le texte sous les yeux. En fait, c'est assez intéressant, je trouve, parce qu'il compare l'hymen à une membrane arachnéenne. Et finalement, il y a aussi un jeu métatextuel, puisque c'est une invitation au lecteur, finalement, à trouver l'hymen du texte. Enfin, je peux juste vous lire le passage. Donc, en fait, alors, on parlait de paysage métapoétique, donc là, on est dans un paysage anatomique. Donc, le jeu se promène dans un corps féminin et il observe cette anatomie des organes génitaux féminins. Et doublant Hyménée fait retentir la voûte. Ici règne ce dieu père du genre humain qui, tenant une torche ardente d'une main, de l'autre sur l'entrée étend un luisant voile. Ouvrage délié tracé dessus la toile, où son patron Minerve, artiste, avait compris, quand elle eut sur Arachné, sur la gaze, le prix. Ensuite, c'est déjà extrêmement intéressant parce qu'il dit que c'est... Oui, il inverse. Voilà, comme tout le monde à l'époque. Voilà, c'est Minerve qui gagne. Le prisme est tel qu'il lise le texte et il le transforme en disant que c'est Minerve qui gagne. Et ensuite, qui de force ce pas aura fait entreprise, il faut qu'il ait bon cœur, il faut qu'il brise cet hymen. Oui. C'est extrêmement intéressant. Et en plus, le mot grec hymen est un mot qui signifie membrane, mais qui vient aussi d'une racine humaine qui veut dire coudre. Hein. Tout à fait. Donc on retrouve cette idée de la couture du texte, et là je trouve qu'il y a encore cette dimension anatomique qui est et en plus, intéressante. les membranes, hein, on a vu tout à l'heure que pour Aristote, il n'est pas d'accord avec Démocrite, il ne pense pas que l'araignée produise le fil de particule même, il pense que ça vient de sa peau. Hein. Et il y a le terme de membrane, hein, donc, et le fameux porc-épic. Donc comme si c'était... voilà, donc ça peut jouer aussi. Et puis alors, bon, ça c'est plus anecdotique, mais il y a un passage chez Jacques Ferrand dans son traité de la maladie amoureuse, où il dit que les femmes qui n'ont pas assez de relations sexuelles ont un sexe rempli de toiles d'araignée. Enfin, c'est une déclinaison de ce que vous disiez, du lieu inoccupé. Cette image, elle est reprise par Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe. Ah bon? Elle a lu Ferrand? Alors, non, alors je ne sais pas si elle a lu Ferrand, mais en tout cas, l'image, je pense que l'image a circulé, parce qu'elle présente ça comme un discours misogyne, donc disons d'une femme qui a conservé sa virginité à un âge avancé. Les hommes disent, j'ai entendu un homme, elle dit même, dire, ça doit être plein de toiles d'araignée. Ou alors c'est Ferrand qui a accueilli... Oui, voilà, alors ça c'est toujours le problème, hein, d'où ça vient... une très vieille plaisanterie, de très mauvais goût. Mais moi, avant Ferrand, je ne connaissais pas, je n'ai pas rencontré. Hein, j'arrive pas à retrouver le passage de Ferrand, parce qu'il est, est assez, effectivement, fortement exprimé, mais je pense que les métaphores, ça fait partie de ce qui peut passer le plus facilement dans la culture commune. Hein. Je pense que lorsqu'on dit revenons à nos moutons, tout le monde ne pense pas à la force de mettre Patelin. Ou qu'allait-il faire dans cette galère? Enfin, voilà, et on peut très bien oublier l'origine de ces métaphores tout à fait lexicalisées.
Et l'expression avoir une araignée au plafond. Oui, oui. Alors ça, oui. Avoir une araignée au plafond. Alors là, moi, je pense que ça vient plutôt du domaine allemand. Ah. Parce qu'en allemand, c'est die Spinne, voilà, du Spinne. Hein, voilà. Et là, cette expression, ce qui est amusant, c'est qu'il y a des variantes selon les langues. En anglais, ce sera avoir une chauve-souris dans le beffroi. Ah. Voilà. Mais je pense que... Alors ça, j'en ai pas du tout parlé. Mais les langues, la différence des langues, et ça se rejoint ce que dit Dubélé sur le fait que les métaphores, les comparaisons ne peuvent pas difficilement être traduites. Je suis sûre que selon les langues, l'image n'est pas la même. Parce qu'en allemand, spinnen, die Spinne, c'est le même mot pratiquement. Donc le rapprochement se fait immédiatement. En italien, entre il ragno, tessere, c'est plus... Voilà, donc je pense que ça joue. Et j'avais un collègue allemand qui était convaincu que le proverbe français, araignée du matin, chagrin, araignée du soir, espoir, venait de l'allemand. Il m'avait expliqué que, parce que, selon lui, en allemand, c'était Spinn am Morgen, donc tisser le matin ou tisser le soir. Si on tisse le soir, c'est on tisse à la veillée, tout va bien. Si on tisse le matin, c'est qu'on doit travailler depuis l'aube, et c'est que ça ne va pas bien. Donc voilà, c'est une interprétation qui vaut ce qu'elle vaut, mais enfin, parce que pourquoi araignée du matin, chagrin, araignée du soir, espoir, il n'y avait pas tellement d'explications. Tandis que si on passait par le détour de l'allemand, et qu'on peut remplacer Spinne par Spinnen, on pouvait avoir une explication. Donc voilà, de l'importance des langues, des mots, de l'imaginaire des langues en fait, je pense. On va peut-être arrêter de filer. Merci beaucoup encore. Au nom de... Ah oui, vous avez une question ? Ah non.